Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Paul Linière, je suis vice-recteur de l'Institut catholique de Paris et je suis là pour souhaiter la bienvenue à Madame l'ambassadrice d'Australie. Nous avons échangé juste avant le commencement de cette réunion, Madame l'ambassadrice, et je vous ai tout dit, mais je vais peut-être répéter au public ce que je vous ai dit. Je vous ai dit trois choses. La première chose, c'est que l'Institut catholique de Paris a vu une amitié particulière avec l'Australie, puisque nous avions, vous le savez sans doute, certains des étudiants, un accord de partenariat avec l'université à Sydney et à Perth, Notre-Dame. Voilà, la première chose. Et la deuxième chose que je vous ai dite, c'est que, vous le constatez, l'Australie est un pays qui attire beaucoup les Français, les jeunes Français en particulier. Donc, c'est un pays qui fait rêver. Et je vous remercie à tous d'être là parce que je pense que ça vaut la peine. Hein. Chaque fois que vous avez l'occasion, moi je connais un peu ce pays, chaque fois que vous avez l'occasion de créer des liens avec ce pays, faites-le, ça, vous ne le regretterez jamais. Et la troisième chose que je vous dis, Madame l'ambassadrice, c'est que les Mardis de la Mer, c'était une grande institution française et que c'était quelque chose qu'il fallait absolument avoir fait au moins une fois dans sa carrière. Donc, merci d'être là, Madame. Bonjour à tous, content de vous retrouver aussi nombreux. Bonjour également aux 150 internautes qui nous suivent bien sûr en direct. Heureux de retrouver, voire au premier rang, un grand nombre de confrères de l'Académie de Marine. Heureux de saluer également Florence Smith qui va intervenir prochainement sur l'éducation nationale et la mer, qui est inspectrice générale de géographie de l'éducation nationale. Merci Madame la doyenne d'être ici. Merci Monsieur le vice-recteur. Donc l'Australie et la mer, écoutez, merci beaucoup parce que vous voyez l'engouement de la jeunesse pour l'Australie. Mais ça, vous le saviez déjà. Il suffit d'aller en Australie, voir à quel point il y a un grand nombre de Français. C'est vrai, Monsieur le recteur l'a dit à l'instant, l'Australie nous a toujours attirés. Fut un temps au 19e siècle où Français et Anglais faisaient la course autour de vous. Bon, je ne sais pas très bien comment ça s'est terminé, mais en tous les cas, c'est dire l'intérêt que nous avons pour votre pays. Et les étudiants, vous savez, on aime beaucoup les cartes. On fait de l'histoire, mais l'histoire maritime, c'est l'histoire de la cartographie, quelque part. Et on regarde beaucoup des cartes d'origine chinoise qui mettent la Chine au centre. Mais ça, nous-mêmes, nous mettons l'Europe au milieu, les États-Unis se mettent également au milieu. Mais les Chinois ont cette particularité depuis quelque temps, dans l'entourage le plus strict du président chinois, de regarder le nord au sud. C'est-à-dire qu'en fait, en haut, c'est le sud, ce qui montre bien, en quelque sorte, leur aire géographique. Et qu'est-ce qu'on voit, en gros? Alors, on voit l'Europe, si on cherche bien, en bas, à droite, dans un tout petit coin. Pourtant, habituellement, ils font des ronds. Et on voit l'Indonésie, qui est le trait d'union avec le pays dont vous allez nous parler. Et tout ça, bien sûr, est baigné de mer. C'est dire les enjeux géostratégiques, géopolitiques, avec une Chine qui a même été jusqu'à interdire la navigation en mer en 1434, et qui est le pays aujourd'hui qui investit le plus dans le maritime. Au point que le chef d'état-major de la marine nous avait dit il y a 2 ans que la Chine construit aujourd'hui, en 3 ans, l'équivalent de la marine française et qui est loin pourtant d'être négligeable. C'est dire que vous êtes au cœur de l'actualité, au cœur de la maritimité. Il semblerait que 92% de votre population soit concentrée sur la mer. Ça fait rêver les Français, même si on commence enfin à se déplacer de plus en plus vers la mer. C'est dire à quel point, Madame l'ambassadrice, nous sommes heureux, très impatients de vous écouter et nous vous remercions beaucoup. Et bien sûr, comme à chaque fois, le président de l'Institut français de la mer va vous présenter. Merci Christian pour cette introduction. Madame l'ambassadrice d'Australie en France, Madame l'ambassadrice non résidente accréditée auprès de l'Algérie, de la Mauritanie et de Monaco, Excellence. Vous êtes née à Adélaïde, la capitale de l'Australie méridionale, dans une famille où on aime voyager, s'ouvrir sur le monde. Vous rêvez de faire une carrière à l'international, vous avez une véritable passion pour les langues. En plus de l'anglais et du français, vous parlez aujourd'hui l'allemand, l'italien, le néerlandais. Vous gardez un regret, dit-on, vous auriez aimé apprendre aussi une langue asiatique. Vous êtes titulaire d'une licence de l'université de Sydney et vous êtes diplômé de l'ENA, de l'École nationale d'administration française, promotion Brodel, celle de Nicolas Bazire, celle de Florence Parly, de Frédéric Oudéa ou de Stéphane Richard, entre autres. Durant votre carrière de diplomate, vous alternez des postes à l'étranger et des fonctions en administration centrale à Canberra. Vous êtes une spécialiste des dossiers liés au multilatéralisme ainsi que des questions relatives à l'Asie du Sud-Est. Votre premier poste, vous êtes 3e secrétaire de la délégation australienne auprès de l'OCDE à Paris, une ville que vous connaissez déjà bien, pour y avoir été plusieurs mois jeune fille au père. Vous êtes ensuite en poste à Harare, au Zimbabwe, puis conseillère pour les négociations commerciales au bureau du Premier ministre de votre pays.
Vous rejoignez New York, membre de la mission permanente d'Australie auprès des Nations Unies. Vous assurez ensuite des postes de direction au ministère des Affaires étrangères, en administration centrale, à la division de la paix, du contrôle des armes et du désarmement de l'Australie, à la division juridique et des organisations internationales, à la division Asie du Sud et du Sud-Est. Vous dirigez un groupe de travail sur le livre blanc de politique étrangère et commerciale d'Australie et rejoignez le cabinet du Premier ministre. Vous devenez secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères et du Commerce. En parallèle, vous assurez la création du poste d'ambassadeur d'Australie auprès de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. De janvier 2015 à octobre 2019, vous êtes ambassadrice et représentante permanente de l'Australie aux Nations Unies. Depuis lors, vous êtes ambassadrice d'Australie en France et, comme je l'ai déjà dit, ambassadrice non résidente accréditée auprès de l'Algérie, de la Mauritanie et de Monaco. Vous prenez vos fonctions quelques mois après la signature du contrat de partenariat entre l'Australie et la France pour la construction de sous-marins, contrat qui a depuis lors été annulé. Vous prenez vos fonctions alors que devait débuter une année australienne en France, Australia Now, qui a été passablement chamboulée par la deuxième vague de Covid. Vous êtes venu nous parler de l'Australie et de la mer. Peut-être nous évoquerez-vous aussi ces sujets. Merci d'être là. Merci beaucoup pour les mots aimables et bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir pour évoquer un sujet si important pour mon pays comme pour la France, la mer. J'aimerais tout d'abord remercier M. Christian Boucher, directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris, et M. Oud Ribilier, président de l'Institut français de la mer, pour leur aimable invitation. Je saisis cette occasion pour féliciter les organisateurs des Mardis de la mer pour le 20e anniversaire de cet événement majeur pour la communauté des experts maritimes et au-delà, car la mer nous concerne tous. Merci également aux étudiants et membres du public présents ce soir, en personne ou en ligne. Je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions à l'issue de ma présentation. Un constat pour commencer. La mer fait partie de l'ADN de l'Australie comme de la France. Le secrétaire d'État à la mer, Hervé Bréville, l'a clairement rappelé ici même, il y a 2 semaines, lors de sa présentation de la politique maritime de la France. Et la mer est au cœur des 3 piliers de la coopération franco-australienne. Défense et sécurité, résilience et action climatique, et éducation et culture. Notre politique maritime est d'ailleurs un parfait exemple de la coopération bilatérale réussie, et j'y reviendrai. L'histoire de la relation franco-australienne est d'abord une histoire maritime. Au XVIIIe et XIXe siècle, les grands explorateurs français du Pacifique, tels que La Pérouse, d'Entrecasteaux ou Baudin, ont révolutionné la connaissance européenne du monde et ouvert de nouveaux horizons scientifiques et économiques. Aujourd'hui, l'Australie possède la 3e plus grande zone économique exclusive au monde. Notre zone dépasse la taille de notre territoire. La France se place en 2e position, couvrant environ 7% de la surface de toutes les zones économiques exclusives du monde. À nous deux, nous avons le plus vaste domaine maritime au monde. J'aime à rappeler que la France est l'un des plus proches voisins de l'Australie, avec ses territoires du Pacifique et de l'océan Indien. Nouméa est la ville étrangère la plus proche de Brisbane, de Sydney, de Canberra. Et la plus longue frontière française est celle qu'elle partage avec l'Australie dans le Pacifique. Sur le plan stratégique, la mer joue un rôle fondamental dans la coopération entre nos 2 pays. Dans la région Indo-Pacifique, comme ailleurs, nous faisons face aux circonstances stratégiques les plus difficiles depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À plusieurs reprises, le président Macron et le Premier ministre Albanese, ainsi que les ministres français et australiens des Affaires étrangères et de la Défense, ont affirmé leur détermination à maintenir une région Indo-Pacifique ouverte, stable et prospère, où la souveraineté et le droit international sont respectés. Ils ont notamment souligné notre coopération en faveur de la sûreté maritime dans le Pacifique Sud, afin de lutter contre les menaces liées à la criminalité transnationale,
notamment la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et les trafics illicites. En matière de défense, nous voulons accroître l'accès mutuel de nos forces armées à nos infrastructures de défense respectives et intensifier nos exercices conjoints pour renforcer l'interopérabilité dans la région Pacifique. Et l'Australie salue la nomination par la France d'un ambassadeur pour l'Indo-Pacifique, ainsi que son engagement en faveur de la stratégie de coopération pour l'Indo-Pacifique de l'Union européenne. Je l'évoquais, pour l'Australie, en tant qu'île continent, la santé des océans est une priorité. Plus de 85% des Australiennes vivent à moins de 50 km de la mer. Et de manière générale, notre économie, notre culture, notre mode de vie et nos loisirs dépendent de l'océan. Nous sommes les gardiens d'un vaste domaine océanique et comptons parmi les pays qui abritent la plus grande biodiversité de la planète, avec près de 20% de l'ensemble des espèces de la Terre. L'Australie possède l'un des plus longs littoraux du monde. Nous abritons environ 12% de l'écosystème mondial de carbone bleu, comprenant les mangroves, les herbiers marins et les marais salés. De par leur taille, leur géographie et leur situation économique, l'Australie et la France ont donc l'obligation de jouer un rôle moteur dans les efforts internationaux de protection des océans. Je reviendrai avec vous sur notre action commune pour la mer, mais j'aimerais tout d'abord rappeler quelques repères pour donner la mesure de l'importance de ce sujet. L'océan recouvre 70% de la surface de la Terre. Il s'agit de la plus grande biosphère de la planète, qui regroupe jusqu'à 80% de toutes les formes de vie sur Terre, la moitié de l'oxygène dont nous avons besoin pour vivre est produite par l'océan, qui absorbe par ailleurs un quart de l'ensemble des émissions mondiales de CO2. Enfin, et c'est à la fois impressionnant et terrifiant, l'océan capte 90% de l'excès de chaleur généré par ces émissions de CO2. De nombreuses activités humaines sont à l'origine d'immenses pressions sur nos océans, et cette pression ne fera que s'accentuer si les gouvernements ne prennent pas des mesures drastiques. La pollution par les plastiques, l'exploitation du pétrole et du gaz offshore, le transport maritime, la gestion des eaux usées, l'utilisation d'engrais et le ruissellement agricole constituent des défis majeurs. L'urbanisation rapide des zones côtières aggrave encore plus la pollution, la perte d'habitat et la pression sur nos ressources. En raison d'une gestion inefficace de l'industrie de la pêche, de nombreux stocks de poissons sont surexploités ou se sont effondrés. Le changement climatique, notamment l'élévation du niveau de la mer, ainsi que le réchauffement et l'acidification des océans, accroît encore la pression exercée sur de nombreuses espèces et habitats. Notez-le bien, seuls 10% des terres et 8% des océans sont actuellement protégés. Nous devons donc poursuivre notre travail et encourager une action environnementale internationale encore plus forte, comme nous l'avons fait à Montréal l'année dernière. C'est là que, pour la première fois, en tant que communauté internationale, nous avons convenu de préserver 30% des terres et des mers d'ici 2030. La réalisation de cet objectif 30 pour 30 nécessitera des efforts internationaux continus et considérables. Lorsque nous parlons d'efforts internationaux de conservation, nous devons tenir compte du fait qu'environ 40% seulement des océans de la planète se trouvent dans des zones économiques exclusives. Les 60% restants correspondent à la haute mer, sur laquelle aucun pays ou entité n'exerce du contrôle. Pourtant, la haute mer abrite une part importante de la faune et la flore sous-marine. C'est en haute mer que les poissons et les baleines migrent. C'est là aussi que se propagent les effets de la pollution. Et d'un point de vue géostratégique, la haute mer devient un espace de plus en plus contesté. Une gestion responsable de la haute mer fait donc partie de la solution,
et nous sommes fiers d'avoir récemment constaté des progrès sans précédent dans ce domaine. Le traité des Nations Unies sur la biodiversité en haute mer a été officiellement adopté par les États membres des Nations Unies en juin de cette année, après environ 20 ans de négociations. Ce traité permet la création d'aires marines protégées à grande échelle en haute mer. Ces aires seront essentielles à la réalisation de l'objectif 30 pour 30 et à la protection de la biodiversité et des écosystèmes marins en haute mer. Tournons à l'Australie un tout petit peu. Après l'élection de l'année dernière du Premier ministre Anthony Albanese, l'une des premières choses que le gouvernement australien a faites a été de soumettre des objectifs climatiques plus ambitieux aux Nations Unies, notamment en s'engageant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et nous sommes en train de faire passer notre économie des combustibles fossiles aux énergies renouvelables, en nous fixant pour objectif d'atteindre une part de 82% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique d'ici à 2030. Au niveau international, l'Australie joue un rôle majeur dans la gestion durable des océans. Notre secteur de la pêche est l'un des plus performants et durables au monde et nous avons la réputation d'être l'un des meilleurs gestionnaires du récif corallien. Mais il nous reste encore beaucoup à faire. C'est pourquoi l'Australie a pour priorité de mettre en place un plan national pour un océan durable d'ici 2025. Nous renforçons également notre système de parcs marins nationaux. Nous en avons plusieurs à travers notre territoire qui couvrent 4,3 millions de kilomètres carrés et protègent certains de nos habitats les plus divers et les plus vulnérables, dont la Grande Barrière de Corail. L'Australie a récemment triplé la taille du parc marin de l'île Macquarie en Antarctique afin de protéger l'ensemble de la zone économique exclusive autour de l'île. Les recherches montrent que la disparition de la faune et de la flore est 5 fois plus lente dans les aires protégées. Cette décision nous a permis de contribuer de manière significative à la conservation du milieu marin au niveau mondial, en augmentant la superficie des eaux australiennes sous haute protection de plus de 388 000 km², soit une augmentation supérieure à la taille de l'Allemagne. Cela a porté à 48% la superficie de l'océan australien actuellement protégée par les parcs marins et à environ à 22% de la superficie de nos eaux situées dans les aires hautement protégées et interdites à la pêche. Par ailleurs, nous avons été l'un des membres fondateurs du Partenariat international pour le carbone bleu, lancé en 2015, qui rassemble plus de 50 partenaires issus d'agences gouvernementales, d'ONG, d'organisations intergouvernementales ou d'instituts de recherche, dans le but de collaborer et de partager les connaissances afin d'améliorer et de prendre des mesures plus efficaces pour protéger les écosystèmes mondiaux du carbone bleu. Dans cette lutte pour la protection des océans, la France et l'Australie sont des partenaires solides et dynamiques. Je vais vous en donner quelques exemples. Dans le Pacifique, l'initiative Kiwa, lancée par la France, se base sur des solutions fondées sur la nature pour relever efficacement et simultanément les défis environnementaux et sociaux du changement climatique et de la perte de biodiversité. L'initiative Kiwa est unique en son genre, car il soutient des projets au niveau local et régional en s'assurant que les avantages des solutions fondées sur la nature se concrétisent au niveau communautaire, tout en encourageant la collaboration interrégionale en matière d'adaptation au changement climatique. À travers cette initiative, l'Australie travaille avec d'autres acteurs de la région, dont la France, l'Union européenne, le Canada et la Nouvelle-Zélande, en s'appuyant sur l'expertise d'organisations régionales clés pour encourager de potentiels bénéficiaires à proposer leurs projets et à soutenir la mise en œuvre de ces projets dans l'ensemble de la région. Je citerai également l'initiative CRUISE, qui vise à développer des systèmes d'alerte précoce dans les pays vulnérables, notamment pour le renforcement des centres de prévision météorologique, et le mécanisme de coopération trilatérale France,
entre la France, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui permet régulièrement d'apporter une assistance humanitaire aux pays du Pacifique en réponse aux catastrophes. L'Australie et la France sont également partenaires dans le cadre de plusieurs groupes et coalitions internationales de haut niveau. Nos deux pays sont des membres actifs du groupe de haut niveau pour une économie économique océanique durable. Ce groupe, composé de 18 membres représentant 44% des zones économiques exclusives du globe, est à l'origine de l'idée de créer des plans nationaux pour favoriser le développement d'une économie océanique durable. Tous les membres du groupe se sont engagés à mettre en place ces plans d'ici 2025 et ont encouragé le plus de pays possible à élaborer leurs propres plans d'ici 2030. Le 20 septembre dernier, l'Australie et la France ont fait partie des plus de 80 pays signataires fondateurs du traité international pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine, aussi connu sous l'acronyme BBNJ. Nous nous efforçons d'obtenir les 60 ratifications nécessaires à l'entrée en vigueur du traité d'ici à la conférence des Nations Unies sur l'océan qui se tiendra à Nice en 2025. Au cours des 3 prochaines années, l'Australie allouera 3 millions de dollars au Bureau du commissaire de l'océan Pacifique afin d'aider les pays du Pacifique à signer et ratifier cet accord. Nous envisageons également de développer les connaissances scientifiques nécessaires à la création de nouvelles aires marines protégées en haute mer dans notre région et nous souhaitons collaborer avec d'autres pays, dont la France, pour faire de cette vision une réalité. Nous soutenons la proposition de la France et du Costa Rica de créer une coalition internationale pour le carbone bleu, ainsi qu'un groupe d'ambition de haut niveau, une collaboration qui permet d'assurer la complémentarité avec le partenariat international pour le carbone bleu initié par l'Australie. Lorsque vous pensez à l'Australie et à la mer, la Grande Barrière de Corée est sûrement l'une des premières images qui vous viennent en tête. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Grande Barrière de Corée couvre un territoire de la taille de l'Italie, génère 64 000 emplois et contribue pour près de 4 milliards d'euros par an à l'économie australienne. Nous avons pris des mesures urgentes pour faire face à la crise climatique et protéger le récif. Une action ambitieuse sur le changement climatique, des améliorations continues de la qualité de l'eau et de nouvelles matières en matière de pêche. Tout cela est soutenu par un financement important de près de 2,7 milliards d'euros par le gouvernement fédéral et celui de l'État de Queensland. De plus, les experts australiens ont beaucoup contribué aux évaluations du GIEC qui nous permettent de mieux comprendre les effets du changement climatique et de conserver et restaurer les récifs coralliens. Les récifs coralliens abritent un quart de la biodiversité marine, mais ils sont l'un des écosystèmes les plus menacés par les effets du changement climatique, notamment le réchauffement des océans. Si les récifs résilients sont capables de se régénérer, il leur faut une dizaine d'années entre 2 événements climatiques majeurs pour y parvenir. L'Australie et la France abritent respectivement les premiers et deuxièmes plus grands récifs coralliens du monde et nous sommes tous deux des membres fondateurs et actifs de l'initiative internationale pour les récifs coralliens. Un autre sujet majeur, lorsque l'on évoque les océans, est celui de la pollution par le plastique. La France et l'Australie partagent l'objectif commun de la coalition de haute ambition pour mettre fin à la pollution plastique d'ici 2040. Et la ministre australienne de l'Environnement et de l'Eau était à Paris en mai dernier pour la 2e session du comité intergouvernemental sur cette question. Nous savons aujourd'hui que le plastique multiplie par 22 les risques de maladies sur les récifs coralliens. Rien que dans la région Asie-Pacifique, 11,1 milliards de particules de plastique ont été retrouvées dans les 159 récifs coralliens de notre région.
Et le plastique jeté dans une rivière en Papouasie-Nouvelle-Guinée peut finir par tuer une tortue au large des côtes du Vanuatu. Si nous ne faisons rien contre ces déchets, ils continueront de s'accumuler dans nos océans. Les démarches pour arriver à un traité international ambitieux sur la pollution plastique ont commencé, mais le temps presse. L'objectif est d'avoir un traité qui couvre l'ensemble du cycle de vie des plastiques, qui promeuve une économie sûre et circulaire, qui introduise des normes de conception durable, qui élimine les produits chimiques nocifs et qui inclut un ensemble cohérent de règles internationales visant à stimuler la prise de décisions au niveau national. L'impact catastrophique du plastique sur les océans est aujourd'hui bien visible. Lorsqu'il s'échoue sur nos côtes, lorsqu'il pollue l'estomac de nos animaux, lorsqu'il menace la santé de notre industrie de la pêche. Il est donc urgent de se débarrasser de la pollution plastique de notre vivant. Et pour ce faire, nous avons besoin d'une action véritablement internationale. À titre d'exemple, l'Australie soutient le projet de lutte contre les déchets dans l'océan Pacifique. Jusqu'à présent, grâce à cette initiative, près de 300 filets fantômes ont été retirés du Golfe, ainsi que plus de 68 000 kg de débris marins. La santé de nos océans s'est améliorée. Nous avons réduit les menaces qui pèsent sur la faune et la flore sous-marine et stimulé l'emploi des citoyens aborigènes et insulaires du détroit de Torres. J'aimerais finir cet inventaire des coopérations maritimes franco-australiennes par notre travail conjoint sur les pôles, et particulièrement dans l'Antarctique et dans l'océan austral. Le président Macron et le Premier ministre Albanese ont d'ailleurs rappelé qu'il s'agissait d'une priorité de notre relation bilatérale. Notre collaboration dans l'Antarctique remonte au début du XXe siècle. L'Australie et la France sont toutes deux les premiers signataires du traité sur l'Antarctique de 1959, socle de notre étroite collaboration et de notre soutien au système du traité sur l'Antarctique, en particulier notre plaidoyer en faveur de la protection de l'environnement et notre travail commun au sein de la réunion consultative du traité sur l'Antarctique et de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marine de l'Antarctique. Nos deux pays ont notamment contribué à l'élaboration du protocole de 1991 sur la protection de l'environnement annexé au traité sur l'Antarctique, un accord historique qui fait de l'Antarctique une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science et qui interdit indéfiniment l'exploitation minière dans l'Antarctique. Et nous travaillons étroitement avec la France pour la protection des espèces et des écosystèmes. La 41e réunion de la Commission se tient d'ailleurs en ce moment même à Hobart. Nous avons notamment collaboré au développement initial de l'aire marine protégée de l'Antarctique oriental. Nos deux pays reconnaissent la menace importante que représente le changement climatique aux deux pôles et continuent à travailler ensemble pour protéger ces environnements. Vous le savez peut-être, les régions polaires se réchauffent beaucoup plus rapidement que le reste du monde et nous ne comprenons pas encore tout à fait l'impact de la fonte des calottes glaciaires sur l'élévation du niveau de la mer dans le monde. Notre collaboration scientifique et logistique avec la France permet de faire des avancées concrètes dans la compréhension de ces phénomènes. Un exemple récent était notre collaboration sur le projet d'extraction de carottes de glace visant à révéler 1 million d'années d'histoire climatique. La gouvernance et la collaboration dans l'Antarctique constituent une pierre angulaire de l'ordre international fondé sur les règles. Et nous partageons avec la France un engagement commun en faveur du droit international et de la coopération en faveur de la stabilité, de la sécurité et de la protection de l'environnement aux deux pôles. Ce sera d'ailleurs l'objet du One Planet Polar Summit qui se tiendra dans 2 semaines à Paris. J'aimerais finir cette présentation par un hommage aux membres des Premières Nations australiennes
et à leur rôle dans la protection des océans. Depuis plus de 65 000 ans, ces peuples prennent soin de nos précieux écosystèmes marins et de nos vastes territoires. Notre capacité à care for country, à prendre soin du pays, comme nous le disons en Australie, serait incomplète sans la sagesse des propriétaires traditionnels aborigènes et insulaires du détroit de Torres. C'est pourquoi nous développons un programme d'aires protégées autochtones qui emploie des rangers autochtones pour veiller sur leurs terres et leurs mers traditionnelles. Nos rangers autochtones s'appuient à la fois sur des connaissances traditionnelles et occidentales pour protéger la nature, préserver les liens entre le pays et la culture et participer ainsi à la vie économique du pays. Chaque année, les rangers autochtones font un travail remarquable, allant des brûlages culturels qui permettent d'atténuer le risque de feux de brousse, jusqu'à la conservation de la biodiversité et la gestion des espaces envahissants, en passant par la protection du patrimoine culturel ainsi que par la biosécurité. Les peuples des Premières Nations connaissent nos terres et nos mers mieux que quiconque. Ils sont les premiers champions de la conservation et de la durabilité et ont pris soin de l'environnement et les ont respectés pendant des dizaines de milliers d'années. Les recherches en océanographie, combinées aux connaissances traditionnelles, nous permettent de générer les données, les connaissances, la technologie et l'innovation nécessaires à la conservation et au développement durable, garantissant ainsi l'avenir de nos océans. Si nous voulons véritablement réparer les dégâts causés à nos océans et à nos écosystèmes, nous devons faire appel à la sagesse qui contient les savoirs, la science et les pratiques des peuples des Premières Nations. Nous l'avons vu, il est urgent de revoir notre approche et notre relation avec les océans, car nous n'aurons pas de deuxième chance si ces ressources disparaissent. Mais je n'oublie pas le thème de ce cycle de conférences, la mer avenir de la Terre, car l'océan peut faire partie de la solution et possède un potentiel inexploité qui peut faciliter la transition écologique. Plus de 80% des océans n'ont jamais été cartographiés, explorés ou même vus par l'homme. Les surfaces de la Lune et de la planète Mars ont été cartographiées et étudiées bien plus largement que nos fonds marins. Plus nous en apprenons sur les océans, plus nous constatons qu'ils apportent des réponses aux défis les plus urgents auxquels l'humanité est confrontée. La conservation et la gestion des milieux marins, les énergies renouvelables basées sur les océans, la décarbonation des transports maritimes, l'utilisation d'aliments bas carbone issus des océans et la capture et l'élimination du CO2 par les océans ne sont que quelques-uns des grands changements que nous pouvons mettre en œuvre pour avoir un impact positif sur la nature. L'Australie salue la force d'initiative de la France dans ce domaine, à travers notamment le One Ocean Summit organisé à Brest en février 2021, le One Planet Polar Summit le mois prochain ou encore la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice en 2025. De manière complémentaire, l'Australie est candidate pour accueillir la COP 31 en 2026 en partenariat avec les États du Pacifique, avec le soutien de la France. Et nous organisons un sommet international positif pour la nature à Sydney en octobre 2024, qui réunira les meilleurs experts climatiques et environnementaux pour encourager l'investissement privé dans la restauration de notre environnement. Car ce n'est que grâce au partage d'expertise et d'expérience et à la diffusion de nouvelles idées que nous irons de l'avant. Je vous encourage donc dès aujourd'hui à vous rendre à Sydney pour l'occasion de l'année prochaine. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère de ne pas avoir trop de temps.
je serais maintenant ravie de répondre à vos questions, enfin le meilleur que possible. Mais merci beaucoup pour l'attention. Merci. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Merci pour ce vaste panorama qui montre toute la coopération, principalement dans le domaine environnemental. Et vous savez sans doute, à travers vos propres étudiants, à quel point cette question de l'environnement est sensible par rapport à nos étudiants ici aussi. C'est d'ailleurs intéressant, j'en profite, parce que nous avons, vous l'avez dit, une responsabilité particulière par rapport aux coraux. C'est vrai que ces coraux ne se portent pas très bien à cause du réchauffement, vous l'avez souligné, mais on est en train de découvrir aussi qu'il y a une seconde raison qui est l'acidification des océans. Oui. C'est-à-dire pour absorber à peu près 37% de nos émissions de CO2. Et donc, ça montre bien qu'au-delà du plastique, au-delà de tout un tas d'éléments, il va falloir, lors des différentes COP, justement, s'intéresser à cette question du trop d'émissions de CO2 qui a un effet direct sur les coraux, qui habitent, vous l'avez dit, qui abritent plus de près de 40% de la biodiversité marine, qui est absolument colossale. Merci beaucoup aussi, c'est très intéressant, sur ce regard particulier sur les peuples premiers. Et c'est vrai que si nous avions un autre regard, un peu plus émerveillé ou un peu plus aimant, chacun y prendra l'adjectif qualificatif qu'il veut, on est en train de se rendre compte aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est tout à fait passionnant, je dis ça pour les étudiants, qu'à travers le biomimétisme, la bio-inspiration, on peut même gagner du temps sur la recherche et développement. C'est dire que nous avons énormément d'opportunités avec ce milieu marin. Alors, comme toujours, il y a 2 micros. Je remercie ceux qui ont la gentillesse de faire voyager le micro. Ayez la gentillesse de vous présenter à chaque fois. Et puis, on va essayer comme ça d'avoir des questions courtes pour avoir le maximum d'échanges. Voilà. On aura des questions sans doute des internautes aussi. Hein. Tout à fait. Il faut bien parler haut, bien parler dans le micro et voilà. Bonsoir Madame l'ambassadrice, je vous remercie de votre présence, c'était très intéressant. On voit un autre point de vue. Donc je me présente, je m'appelle Gauthier Delavenne, je suis en histoire sciences politiques en première année de licence, du coup à la Cato ici. Ma question, elle est un peu brûlante, je sais, malheureusement il faut y revenir parce que même moi je suis un peu dans l'incompréhension sur la question des sous-marins. Parce que je sais que c'est un sujet brûlant, vous en avez parlé au tout début, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est quand même 56 milliards d'euros, c'était quand même considéré comme le contrat du siècle pour la France. Au final, on n'a reçu que 555 millions d'euros, si je ne me trompe pas, il y a une petite différence. Donc, comment expliquer cela et surtout, pourquoi après avoir acheté, dans l'optique d'acheter à peu près le même nombre de sous-marins nucléaires, parce qu'au début c'était basique à moteur et finalement c'est passé sur du nucléaire aux Américains. Pourquoi ce changement? Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette question. J'aurais préféré de ne jamais mentionner le mot sous-marin de ma vie, mais oui, force est de constater qu'on ne peut pas échapper. Et les sous-marins sont liés à l'océan, alors il y a un lien, bien évidemment. Alors, tout d'abord, pour cette question-là, et je devrais constater que je suis vraiment très heureuse. J'étais ici au moment où on a décidé de changer d'approche pour les sous-marins. Il faut se constater qu'il y a eu des retombées très sérieuses sur nos relations bilatérales, ce que nous avons beaucoup regretté, étant donné l'importance de notre partenariat avec la France et l'importance de notre coopération bilatérale, surtout dans notre région de l'Indo-Pacifique. Pour essayer peut-être d'expliquer, vous avez posé la question pourquoi est-ce qu'on a changé d'approche. C'était grâce à la détérioration de notre situation géostratégique. J'ai mentionné en passant dans ma présentation que nous faisons face à des circonstances les plus difficiles depuis la Deuxième Guerre mondiale dans la région Indo-Pacifique. Enfin, il faut se constater qu'il y a des circonstances géostratégiques difficiles un peu partout dans le monde. C'était grâce à cette détérioration qu'on a regardé de près ce qu'on avait besoin en tant que force déterrante, puisque pour nous, ce qui est important, c'est de tout faire pour garder un équilibre stratégique dans notre région. On veut bien évidemment, on est en première ligne, on veut éviter tout conflit, on veut éviter qu'il y ait une contestation qui devienne militaire. Alors, pour nous, il faut avoir une force militaire déterrante le plus performante que possible. Et peut-être malheureusement pour la France, mais les experts sont d'accord que les sous-marins
à propulsion nucléaire sont les plus performants. Force est de constater que le sous-marin que Naval Group était en train de construire pour nous aurait été le sous-marin conventionnel le plus performant au monde. On a dit ça, ça n'a jamais été un problème avec le sous-marin français, c'était simplement qu'il a fallu changer de guet, comment on dit ça, changer de braquet un peu, et c'est pour ça. Alors, la manière dans laquelle tout ça s'est déroulé a été vraiment, comme j'ai dit, ça a eu des retombées très sérieuses. Fort heureusement, on a pu, surtout après la visite de notre Premier ministre, on a renoué notre coopération avec la France, ce qui est dans l'intérêt des deux pays. On a des intérêts absolument convergents dans la région et il est important pour tout le monde qu'on continue à travailler ensemble très étroitement. Mais c'est vraiment, comme j'ai dit, c'était pas une question, c'était une question basée sur nos besoins militaires dans notre région. Oui. Amiral Marion, je vais prolonger un petit peu la question. En commençant par un souvenir, en 1965, j'arrivais pour la première fois en Australie. Et dans la baie de Sydney, nous attendait une immense flottille avec des grandes banderoles « Ban the Bomb ». Effectivement, on venait du centre d'expérimentation du Pacifique et je comprends fort bien que les Australiens étaient quelque peu inquiets du point de vue de l'environnement par les explosions aériennes de l'époque. Oui. Oui. J'avais cru comprendre que l'Australie... Pour cause. J'avais cru comprendre que l'Australie était définitivement inscrite dans un programme antinucléaire dans tous les domaines. Raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le marché qui vient d'être évoqué, c'était en fait la version Air Redundant System des derniers sous-marins nucléaires d'attaque français, qui sont une très grande réussite, qui avait été choisie par l'Australie. Il avait fallu modifier les plans pour vous satisfaire. Mais on avait déjà les plans définitifs de la version nucléaire. Est-ce qu'on doit considérer, j'ai remis cette affaire de polémique qui serait ridicule, mais est-ce qu'on doit considérer que l'Australie a totalement changé de politique vis-à-vis du nucléaire, d'autant plus que les sous-marins nucléaires anglo-saxons que vous avez choisis, vraisemblablement américains, ont des réacteurs à uranium très enrichis, qualité bombe, qualité arme, et non pas des réacteurs à oxyde d'uranium, peu enrichis, qualité France. Merci pour votre question. Et je vais essayer de répondre à vos questions, mais ce que vous avez dit, ce que vous avez constaté lors de votre visite en Australie, et j'espère que vous avez fait plus d'une seule visite en Australie, mais c'est vrai, il y a un mouvement, il y a un mouvement anti-nucléaire très fort en Australie. Et encore une fois, je n'ai pas tellement évoqué ça ici en France, mais c'est grâce notamment aux essais nucléaires dans le Pacifique. Et ce mouvement anti-nucléaire en Australie, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'idée que l'Australie se dote de quelque chose de nucléaire, comme un sous-marin en propulsion nucléaire, c'était probablement impensable il y a quelques décennies ou même quelques années, mais ça montre combien la situation géostratégique a changé, et tous les sondages en Australie le montrent, et les deux partis politiques en Australie soutiennent l'idée d'avoir un sous-marin à propulsion nucléaire. Ça montre combien notre situation géostratégique a changé. Mais je devrais souligner le fait que c'est un sous-marin à propulsion nucléaire. L'Australie n'a aucune intention d'essayer de changer de politique et d'acquérir les armes nucléaires. C'est absolument impensable. Nous faisons partie du traité de non-prolifération. Pour nous, c'est le clé angulaire du système international qui régit tout ce qui est nucléaire. C'est vraiment très important pour nous. Et on n'a aucune intention non plus d'avoir une industrie nucléaire civile. Et là, on devient un peu technique, mais c'est l'une des raisons d'avoir choisi un sous-marin type
anglais-américain plutôt qu'un sous-marin type français. Vous l'avez évoqué vous-même. Les sous-marins à propulsion nucléaire français ont besoin d'être ravitaillés. Je pense que c'est tous les 6-7 ans, puisqu'il faut ravitailler. Comment? Je pense que c'est plus fréquent que ça. Mais enfin, il faut que ces sous-marins soient ravitaillés. Nous n'avons aucun moyen de ravitailler, puisqu'on n'a pas d'industrie civile nucléaire, on ne va pas en créer. C'est vrai que les sous-marins britanniques, américains, c'est complètement... ça n'a pas besoin d'être ravitaillé. C'est enfermé comme ça. C'est un petit nucléaire. Oui. Alors, ça explique un peu le choix. Merci, Madame l'ambassadrice. Une question distante de Marine. L'armée australienne effectue-t-elle des missions de protection de la faune et de la flore de l'océan? Je retraduirai aussi cette question sous la forme suivante. Est-ce que, comme la Marine nationale, la Marine australienne a une double fonction d'armée de mer et de service public et d'action de l'État en mer? Oui, c'est vrai, on n'a pas une... Est-ce qu'avez-vous une garde-côte? Non, on n'a pas vraiment une garde-côte. C'est plutôt... C'est la marine, la marine australienne qui a la fonction garde-côte. Ouais. Donc c'est elle qui assure les missions de protection de la faune et de la flore de l'océan. Autant que je sais, oui, c'est vrai. Au large, et surtout dans l'Antarctique, il y a ce problème avec, j'ai mentionné la pêche illégale, mais surtout dans les océans australes, l'Antarctique, c'est un vrai problème puisque les distances sont énormes. Et je sais très bien que ce sont les navires australiens et les navires français qui essaient quand même de faire la patrouille de ces océans-là. On essaie aussi d'aider nos pays voisins dans le Pacifique pour avoir une Pacific Patrol Boats, alors les bateaux de patrouille pour les pays du Pacifique. Alors, là, c'est plutôt comme un Coast Guard, mais c'est notre marine qui aide ces pays-là pour avoir ces bateaux. Merci. Bonjour Madame l'ambassadrice, donc je m'appelle Guillaume Muret et je suis aussi en première année en licence Histoire et Sciences Politiques. Ma question porte sur quelles sont les garanties que peuvent donner l'Australie et la France dans un contexte de réchauffement stratégique massif. Vous avez évoqué la pire situation depuis 1945. De comment on peut concilier à la fois les forces militaires mais aussi les initiatives environnementales multilatérales avec de nombreux partenaires, notamment on pourrait penser à la République de Chine. Oui, alors c'est intéressant. Je pense qu'on peut faire les deux choses en même temps. Je vois part de... Enfin, j'imagine que votre question porte sur la coopération internationale avec beaucoup de pays, oui. Et là, je peux utiliser peut-être il y a une formulation française à propos de la coopération avec la Chine. La Chine est un pays très important, bien évidemment, dans notre région et dans le monde. Et l'approche française, c'est une coopération avec la Chine. Il y a une concurrence dans certains domaines et il y a une rivalité systémique. Nous, l'Australie, nous parlons d'avoir, avec la Chine, on veut coopérer là où nous pouvons. Nous exprimons notre désaccord là où nous devons et nous opérons toujours dans notre intérêt national. Alors, mais pour cette première partie de notre approche, c'est un peu, je pense que c'est vraiment, notre approche est très proche de l'approche française. Mais cet aspect de coopération, c'est là où il faut effectivement travailler il faut que tous les pays du monde travaillent ensemble pour combattre les effets du changement climatique. Et là, la Chine a un rôle très important à jouer, mais aussi d'autres membres de notre région. L'Inde a un rôle absolument important, les pays de l'Asie du Sud-Est. Et fort heureusement, on continue à faire des avancées dans ces domaines. J'ai mentionné plusieurs traités qui ont été
conclu après des années et des années de négociations. Et alors, il reste possible de trouver des consensus dans ces domaines-là. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais il est vraiment important de continuer à travailler en tant que communauté internationale face à ces défis tels que le changement climatique. Bonsoir Excellence, Maxence de Pluvier, élève ici de l'Institut catholique en histoire et sciences politiques. Je comprends la prégnance, l'importance exceptionnelle due aux enjeux stratégiques et aux enjeux écologiques, mais quelle est la place du commerce dans cette région maritime de l'Indo-Pacifique, là où il a quand même une importance assez gargantuesque? Oui, non, le commerce c'est absolument important, les océans, et c'est l'une des raisons qu'on soutient la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, puisqu'il est tellement important que pour le commerce international, que tous les pays ont le droit de faire des passages à travers les océans et aussi survoler. Mais pour le commerce, c'est vrai que surtout dans l'Indo-Pacifique, il y a des routes de commerce, des routes commerciales incroyablement importantes qui dépendent de pouvoir faire des passages de mer, oui. Alors, ça fait partie de notre approche et la France aussi. C'est pour cette raison qu'on fait des exercices aussi, à ce sens. Merci. Bonsoir Madame l'ambassadrice, merci beaucoup pour votre présence. Je me présente, je m'appelle Solal Mercier, je suis étudiant en première année en histoire sciences politiques ici à l'Institut catholique. Et justement, vous abordiez la coopération entre la France et l'Australie, et ce soir j'aimerais mobiliser votre point de vue sur un débat théorique. Voilà, Emmanuel Macron a multiplié les visites dans la région, dans l'Indo-Pacifique, notamment au Bangladesh. Et il a déclaré, à l'occasion de cette visite, que la France était une troisième voie, une solution d'alternative à la Chine et aux États-Unis. Et tout de suite, des voix s'élèvent pour dénoncer l'arrogance de cette posture. Donc je vais par exemple citer Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, qui dit « Parler de troisième voie est d'une arrogance folle et en décalage total avec nos capacités réelles en Indo-Pacifique. Cela entame notre crédibilité dans la région. » Et donc ma question est la suivante. Est-ce que vous, en tant qu'ambassadrice d'Australie en France, considérez-vous la France comme une troisième voie crédible dans la région Indo-Pacifique? Ou peut-être que Scott Morrison avait déjà donné la réponse avec l'AUKUS en 2021? Comme j'ai dit pendant ma présentation, pour nous, on considère la France comme un partenaire essentiel dans l'Indo-Pacifique. La France fait partie de l'Indo-Pacifique. La France a été, je pense, le premier pays de l'Europe de formuler une politique sur l'Indo-Pacifique et de nommer un ambassadeur chargé de l'Indo-Pacifique. Et la France a joué un rôle moteur au sein de l'Union européenne pour que l'Europe ait aussi une politique envers l'Indo-Pacifique. Alors pour nous, la France est et reste un partenaire indispensable. C'est pas pour moi enfin, c'est pour la France d'utiliser les termes propres au dialogue ici en France. Mais comme j'ai dit, pour nous, la France reste un partenaire essentiel, indispensable. L'affaire des sous-marins n'a pas changé ça. Non. Comme j'ai dit, on a beaucoup regretté les retombées. Mais j'étais toujours confiante, étant donné que nos intérêts sont tellement convergents dans la région qu'on arriverait à renouer notre coopération, ce qui est bien s'est passé. Je devrais aussi mentionner que je pense que nous pensons que c'est formidable que le président et ses ministres se déplacent dans l'Indo-Pacifique. Étant donné tout ce qui se passe ailleurs dans le monde, il est très important qu'on n'oublie pas l'importance de l'Indo-Pacifique. Et on attend des visites ministérielles de la part de la France prochainement, en espérant en Australie. Il y a beaucoup de visites de ministres australiennes ici en France et je pense que ça montre l'importance de nos relations bilatérales. Mais ouais.
micro là, je crois. Bonsoir Madame l'ambassadrice, je m'appelle Nathan Marchal, je suis en première année de licence en Histoire et Sciences Politiques et j'aurais aimé savoir si vous comptiez mettre en place avec vos partenaires, notamment néo-zélandais ou américains, un programme d'aide pour vos voisins insulaires comme les Tuvalu ou les Tonga qui sont actuellement extrêmement menacés par la montée des eaux et qui risquent de disparaître d'ici quelques décennies. Merci. Oui, c'est une bonne question, absolument. On a une aide importante envers les pays du Pacifique, mais on a augmenté puisque c'est vrai, effectivement, que pour les pays du Pacifique, le changement climatique est la menace la plus importante. C'est une menace existentielle. Alors, on ne peut pas exagérer l'importance de cette question. Je devrais avoir les chiffres, mais oui, effectivement, on a augmenté notre aide au développement. On essaie de travailler ensemble aussi dans les instances régionales sur ces questions. On a en fait augmenté notre présence dans le Pacifique d'une manière assez importante. On a maintenant une présence diplomatique dans tous les pays et territoires membres du Forum des îles du Pacifique. Il y en a 27 ou 28 avec l'Australie. Et là aussi, on travaille très étroitement avec la France. Nous nous réjouissons du fait que la France ait décidé de baser l'ambassadrice française pour le Pacifique Sud maintenant dans la région, à Nouméa. Le président a annoncé que la France va ouvrir une ambassade à Apia, Samoa aussi. Alors c'est bon d'avoir le plus de pays possible pour engager avec le Pacifique, surtout pour le changement climatique. Et comme j'ai mentionné la COP, mais ce sera la première COP d'avoir lieu dans le Pacifique. Et on pense que c'est une bonne chose d'avoir une COP là où la menace est la plus pesante. Bonsoir, Madame l'ambassadrice. Tout d'abord, merci de votre présence. C'est un honneur pour nous de vous avoir ici à l'Institut catholique de Paris et le fait que vous partagiez avec nous votre amour envers la France et envers l'Australie. Donc je m'appelle Théodoras, je suis en licence d'histoire-géographie et ma question est la suivante. Comment est-ce que l'Australie pourrait-elle jouer un rôle essentiel en protégeant la barrière de corail ainsi que la protection de l'environnement, des mers et de ses océans? Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, pour la grande barrière de corail, qui, comme j'ai dit, fait partie du patrimoine mondial. Il est vrai que la grande barrière de corail a été très menacée par le changement climatique. Avec tous les récifs coralliens, en fait, ont été menacés par le changement climatique. C'est pour cette raison que le gouvernement a adopté de nouvelles mesures, et j'ai des mesures, pour protéger la grande barrière de corail. Et c'est important pour nous que, en fait, l'UNESCO ait reconnu l'intensification significative des mesures prises par l'Australie pour protéger la grande barrière de corail. Il y a toute une série de mesures qu'on a adoptées et c'est un investissement assez élevé. Maintenant, on a ces 2,7 milliards d'euros pour protéger la grande barrière de corail. On a adopté des mesures pour vraiment... J'ai mentionné les effets des ruissellements agricoles, la pêche. Enfin, il y a beaucoup de mesures qu'on a adoptées. Mais c'est important que l'UNESCO ait reconnu que les mesures sont importantes et qui vont dans la bonne direction. Et c'est pour cette raison que l'UNESCO a décidé de ne pas inscrire la grande barrière de corail sur la liste de sites en péril. Mais on va continuer, c'est un grand travail et c'est le même cas avec tous les récifs coralliens. Les effets du changement climatique sont évidents et il faut vraiment tout faire pour les combattre. Merci. Donc, monsieur, vous attendiez la parole. Merci, Madame l'ambassadrice. Mes respects. Ariel Dahan, je suis avocat et consultant international.
J'ai, si vous m'autorisez, 2 questions, mais qui vont se lier et qui suivent la question sur la barrière de corail. Ce sont des questions plus économiques, si vous me permettez. Oui. Vous avez évoqué le rôle majeur de la barrière de corail dans l'économie et dans la création, dans les emplois en Australie. J'aurais aimé que vous puissiez détailler. Est-ce que l'on est plus dans de l'activité industrielle, dans de l'activité tourisme, dans de l'activité service ou autre? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question qui est un peu à dérouler, quel est le positionnement de l'Australie sur l'exploitation des fonds marins? Et est-ce que vous trouvez cohérent le positionnement de la France, qui est de dire qu'elle gèle totalement l'exploitation des fonds marins, quand d'autres pays qui ont des aides beaucoup plus petites vont au contraire aller l'exploiter? Oui, d'accord. Je vais peut-être commencer avec la dernière question, puisque c'est effectivement important. J'ai mentionné l'action que l'Australie et la France ont menée pour protéger, par exemple, l'Antarctique, et pour avec le traité de Madrid, ou le protocole de Madrid, on a réussi à interdire toute activité minière en Antarctique, ce qui est vraiment une avancée majeure. Alors et on partage les inquiétudes de la France quant aux impacts potentiels de l'exploitation minière des fonds marins sur l'environnement marin. Alors on comprend les inquiétudes. C'est pourquoi pour nous, la priorité est de s'assurer qu'un code minier holistique et solide soit en place pour régir toute future industrie minière des fonds marins. Puisque, comme vous le savez peut-être, il y a des négociations en cours, ça va depuis bien des années, pour essayer de mettre en place un code minier. Mais pour nous, si on arrive à avoir un code minier, il faut qu'il y ait des protections environnementales les plus élevées possibles. Et tant qu'un code minier ne sera pas en place, et ce n'est pas en place actuellement, aucun plan de travail pour l'exploitation minière des fonds marins ne doit être approuvé. Et je pense que la France fait partie toujours de ce processus. Alors je pense qu'on partage les préoccupations. Il y a une négociation en cours et on va tout faire pour qu'il y ait, comme j'ai dit, des protections environnementales les plus élevées possibles. Et s'il n'y a pas de consensus, si on n'arrive pas à de consensus, il n'y aura pas d'activité minière. Ça, c'est notre position. Pour la grande barrière de corail, oui, effectivement, il y a des intérêts économiques. Le tourisme est très important et j'espère, si vous n'avez pas encore visité l'Australie, il faut y aller. Et la grande barrière de corail est vraiment quelque chose de formidable de visiter. Mais on essaie d'encadrer tout ça pour effectivement protéger l'environnement. C'est la même chose pour l'Antarctique, en fait. Il y a un tourisme croissant en Antarctique qui nous inquiète. Enfin, on comprend bien l'importance, mais on veut que ce soit encadré. Et il y a des discussions parmi les membres le traité de l'Antarctique pour que cette activité économique est bien encadrée. Alors, on ne veut pas nier l'importance, on ne veut pas entraver ou empêcher, mais on veut que le tourisme soit encadré. On veut que les activités économiques ne menacent pas la grande barrière de corail ni l'Antarctique. Alors, c'est dans cette optique que nous approchons ces questions. Alors, on ne veut pas les interdire, mais on veut les encadrer. Merci beaucoup. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une question des internautes? Oui. Oui, merci Christian. Effectivement, Hervé Schindler nous demande quels seraient pour l'Australie les critères de réussite des prochains sommets à venir. Par exemple, la COP 31, qu'est-ce qui serait pour vous un critère de réussite en dehors du fait de l'avoir organisé dans l'hémisphère sud? Bon, je suppose un renforcement des mesures pour la protection de l'environnement. Mais j'ai parlé du programme 30 pour 30, ce qui est formidable. Je pense que c'est un peu... Il y a beaucoup de plans
mais il faut que ces plans soient appliqués. Alors je suppose que ce qui est important, c'est que de faire tout ce qu'on peut pour aider les pays comme les pays du Pacifique, de vraiment avoir une protection de leurs océans, puisque c'est un défi même pour les pays comme la France et l'Australie qui ont des ressources, mais pour aider d'autres pays, surtout les pays qui ont des zones maritimes énormes, de les aider, de tout faire pour les protéger. Alors, je ne sais pas s'il y a une réponse simple, mais je pense qu'il y a beaucoup de bonnes idées et beaucoup de programmes, mais c'est vraiment tout fait pour que ces programmes soient appliqués. Merci. Bonsoir Madame l'ambassadrice, merci pour votre intervention. Hugo Getta, je suis un ancien élève de l'Institut catholique de Paris. Pour rebondir sur la question de mon camarade qui parlait de la troisième voie et de l'implication du président Emmanuel Macron, il a beaucoup parlé de l'axe Paris-New Delhi-Canberra. Ouais. En introduction, vous avez présenté votre amour pour tout ce qui touche au multilatéralisme et votre amour pour l'Asie du Sud-Est. Pensez-vous à un axe Paris-New Delhi-Jakarta-Canberra? Merci. Oui, c'est une bonne idée. Oui, c'est le président Macron, lors de sa dernière visite en Australie, il a parlé de cette idée d'un axe Paris-New Delhi-Canberra. J'étais à New York à l'époque et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais pas. Mais il avait raison, il a bien vu que c'était. Puisqu'on parle maintenant de l'Indo-Pacifique plutôt que de l'Asie-Pacifique, puisqu'il y a les deux océans, l'océan Indien et l'océan du Pacifique. Et cette notion de l'Indo-Pacifique, c'est un moyen de regrouper les deux océans. Il faut de constater que l'Inde est au centre de ce programme. Alors, cette coopération entre la France, l'Inde et l'Australie est formidable. On a déjà un programme de travail. On a eu plusieurs réunions, y compris au niveau ministériel. Mais on est tout à fait ouvert à d'autres configuration et l'Indonésie est un partenaire très important aussi pour nous. Alors pourquoi pas? On peut avoir beaucoup de triangles et de croix de coopération accrue, mais cette idée de l'axe Paris-New Delhi-Canberra est toujours une idée formidable et on fait tout pour continuer à avoir une coopération trilatérale. C'est très important pour nous. Merci. Bonjour Madame l'ambassadrice, Samuel Honnet, je suis étudiant en 3e année en histoire sciences politiques ici à la Cato. Les traités que vous avez signés, notamment l'AUKUS avec l'Angleterre et les États-Unis, ont une vocation assez défensive vis-à-vis de la Chine. Pourtant la Chine reste votre premier partenaire commercial. Elle possède également des infrastructures dans votre pays, notamment le port de Darwin. Je voulais savoir si vous ne craignez pas une certaine dépendance de l'Australie vis-à-vis de la Chine qui ira à l'inverse de votre stratégie dans la région, et en tout cas des accords que vous avez passés, des traités de défense que vous avez passés avec les pays de la région. Merci. Okay. Oui, ça intéresse beaucoup l'Australie. Hein. Oui, non, mais comme j'ai expliqué, oui, c'est vrai, la Chine est un partenaire important pour l'Australie, c'est notre partenaire commercial le plus important et de loin. On veut bien évidemment, comme tout le monde, on veut éviter des surdépendances. On a vu, tout le monde a vu pendant la Covid et après la guerre en Ukraine qu'il faut éviter quand même des surdépendances. C'est pour cette raison qu'on est en train de diversifier nos relations surtout nos relations commerciales. Je devrais mentionner, on espère de conclure un accord commercial avec l'Union européenne prochainement. Je pense que c'est dans l'intérêt de l'Europe et de l'Australie. Mais on veut avoir de bonnes relations avec la Chine. J'ai mentionné que c'est un partenaire important et on veut avoir de bonnes relations. Mais on veut, comme j'ai dit, on veut éviter bien évidemment une sous-dépendance. On a notre politique propre à l'Australie et on pense pouvoir avoir ce qu'on veut. J'ai parlé, je pense que j'ai mentionné dans ma présentation, ce qui est important pour nous, c'est d'éviter qu'aucun pays ne domine notre région. On veut vivre dans une région où il y a un équilibre stratégique, où aucun pays ne domine et aucun pays n'est dominé. Et c'est pour cette raison que l'engagement de la France et de l'Europe est très important, puisque
on ne peut pas vraiment être souverain si on n'a pas de choix pour l'investissement, pour l'aide au développement, pour les commerces. Alors l'engagement de pays comme la France, comme l'Europe, dans l'Indo-Pacifique est très important pour tous les pays de la région. Oui. Oui. Faut monter le micro. La politique. Votre micro ne marche pas. Il faut appuyer, oui. Excusez-moi. Sinon, en attendant, question, puis on vient à vous la prochaine tout de suite. Bonsoir Madame l'ambassadrice. Donc Thomas Boissonnade, je suis aussi j'étais aussi ancien étudiant à l'Institut catholique de Paris. Je voulais revenir sur les questions plus environnementales et notamment sur la question un peu de El Niño. Plusieurs études ont démontré qu'il y aura une intensification des risques liés à ce phénomène climatologique. Et je voulais savoir quelles étaient les mesures que comptait prendre ou que prennent actuellement l'Australie pour répondre à cette augmentation des risques, donc notamment pour l'Australie, mais aussi pour les pays avoisinants qui vont aussi subir de plus en plus différents aléas climatiques liés à cela. Ça, c'est sur le changement climatique. J'ai peut-être... c'est autour de... Reformulez peut-être votre question. Excusez-moi. Reformulez votre question. Ah oui, je m'excuse. Face à l'augmentation des risques climatiques, qui vont être de plus en plus nombreux à l'avenir, et notamment à cause d'El Niño qui va s'intensifier. Ah oui. Je voulais savoir justement quelles étaient les mesures que comptait prendre l'Australie pour répondre à cette augmentation des risques. Ok, oui. Ah bon, je pense que nous travaillons avec les autres pays qui font partie du COP pour tout faire pour essayer quand même de... On soutient l'objectif de limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré. Mais il faut se constater que, sauf action majeure de tous les pays, on risque de ne pas atteindre cet objectif. Mais je pense, je ne sais pas si j'ai peut-être mal compris la question, mais c'est vraiment tout ce qu'on fait pour combattre le changement climatique, pour travailler, pour aider les pays à faire la transition énergétique. Je suppose que ça, c'est un vrai défi dans notre région. L'Australie est bien avancée pour cette transition énergétique, mais il faut se constater qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore ou ont des difficultés à faire cette transition. L'Australie a la chance... on a l'ambition de devenir une superpuissance des renouvelables, mais l'Australie a la chance d'avoir un espace énorme et beaucoup de soleil et de vent, mais ce n'est pas le même cas pour tous les pays de notre région. Mais je pense que c'est vraiment important d'aider les pays de faire cette transition énergétique. Mais pour ça, quand même, il faut que les énergies renouvelables soient fiables, il faut pouvoir les transporter. Il y a un projet ambitieux d'avoir un câble, ça s'appelle Sun Cable, entre l'Australie du Nord et Singapour pour transporter l'énergie solaire. On va voir si ça... Mais il faut avoir des choses comme ça pour vraiment aider les pays de faire cette transition énergétique. J'étais très marqué par votre chiffre, 82% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Oui. C'est colossal. Vous dire que là, vous êtes l'un des bons élèves. On peut le faire, puisque pour le solaire, la Banque mondiale a dit que l'Australie a, je pense, c'est le deuxième pays au monde pour la puissance. Et on est le pays au monde avec les panneaux solaires en Australie. Un foyer australien sur 3 est doté des panneaux solaires. Alors, c'est le niveau le plus élevé au monde, mais il faut faire en sorte... Mais comment exporter? On a tous... alors, c'est pour ça qu'on a ce programme, ce projet. La question qu'on attendait... Oui, Audouin, préfet. Madame l'ambassadrice, merci. Je souhaiterais que vous développiez un sujet éminemment maritime pour l'Australie, qui est celui de la politique migratoire. Vous savez qu'à un moment, on avait parlé de camps, pas de camps, disons, de lieux de regroupement dans des îles.
Vous êtes dans une région extrêmement peuplée, certes très vaste, mais il y a quand même des masses de population. Quelle est actuellement la politique migratoire de l'Australie? OK. Oui, merci. Merci. Alors, l'Australie est un pays, on a les Premières Nations les plus anciennes au monde. La civilisation continue, la plus ancienne au monde, est aussi basée sur la migration. L'Australie a un profil migratoire parmi les pays occidentaux, l'un des plus élevés. En Australie, un Australien sur 4 est né à l'étranger. Un Australien sur 2 a au moins un parent né à l'étranger. C'est un pays de migration. C'est très important pour nous et on continue d'avoir une migration importante et on continue d'accueillir des réfugiés. On a l'un des pays qui accueille je pense, un des 3 plus importants par capita d'accueil de réfugiés. Je ne sais pas si vous avez voulu faire allusion à notre politique migratoire pour empêcher les arrivées illégales. Mais oui, on a adopté des politiques c'était vraiment pour éviter. On a eu à un certain moment beaucoup d'arrivées en bateau qui étaient vraiment très dangereux il y a beaucoup de morts et ça est devenu... oui. Alors, on a adopté des politiques qui ont stoppé net cette immigration illégale. Mais comme j'ai dit, pour nous, on continue à avoir une politique migratoire très accueillante et oui, on continue à accueillir des migrants. On veut bien, il y a beaucoup de jeunes Français ici dans la salle. On a un programme vacances-travail et j'encourage tous les jeunes Français. On peut passer jusqu'à 3 ans en Australie en travaillant et en prenant les vacances jusqu'à l'âge de 35 ans. Alors, je pense que la plupart de la salle est à moins de 35 ans, sauf nous ici, peut-être. Mais oui, c'est un programme... Ça consiste en quoi, l'ambassadrice? Un tout petit mot pour... Ça consiste en quoi, ce programme? Alors, on peut travailler en Australie, n'importe quel emploi, jusqu'à 6 mois. Et c'est limité à 6 mois avec un employeur. Et on peut avoir les vacances. C'est un moyen d'avoir des vacances, mais pour les payer en travaillant. Et chaque année, on a à peu près 20 000 jeunes Français prendre ce visa pour aller en Australie. Mais oui, si vous êtes intéressé, c'est sur le site de l'ambassade, on peut trouver tous les détails. Mais je vous encourage. Il y a une pénurie de main-d'œuvre en Australie, alors on a besoin de jeunes. Merci. Alors, bonjour, moi je suis en 3e année de droit, donc je vais forcément vous poser une question d'ordre juridique. Alors récemment, en 2022, l'Australie a été condamnée par le Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui a estimé que l'Australie a violé les droits humains des habitants des îles du détroit de Torres, dont vous avez parlé, en raison de son inaction climatique. Pensez-vous que ce type de condamnation risque d'être habituel, alors même qu'il y aurait de grands gisements de pétrole, de gaz et de minerais dans le fond du détroit de Torres qui n'ont pas encore été exploités? Oui. Tout ce que je peux ajouter à ce que j'ai déjà dit, c'est que pour nous, la protection des îles de détroit de Torres est très importante. Je ne connais pas l'instance que vous avez citée. Vous avez mentionné, c'était 2022. Il y a eu un changement de gouvernement depuis, je pense, c'était, oui, notre élection. Mais, oui, je ne connais pas les détails de cette décision, mais je peux vous assurer que pour nous, la protection de l'environnement et le travail qu'on fait avec les Premières Nations, y compris les insulaires du détroit de Torres, est très important pour nous de protéger cette région. Merci. Si vous me permettez, très très courte, je permets de rebondir sur la question de mon futur confrère. Que pensez-vous, plutôt que pense l'Australie,
de la volonté américaine de revenir sur le Freedom of Navigation, donc le droit de libre passage inoffensif des navires dans les détroits et autres zones nationales. Vous parlez d'un changement de politique? J'ai pensé que... Je vous pose la question de savoir quelle était la position de l'Australie sur l'expression qui a été faite par les États-Unis depuis le mois de septembre, à 2 reprises ou 3 reprises, d'envisager de se retirer de l'accord international sur le Freedom of Navigation, sur le libre passage inoffensif. Ça a été très très court. Il n'y a pas eu beaucoup d'expression de cette information-là. C'est pour ça que je vous pose cette question. Et notamment sur le fait que les États-Unis ont une position assez extensive du droit de libre passage, de passage inoffensif, mais qu'en même temps, elle a cette volonté qui a été exprimée, je l'ai lu encore il y a une semaine, de restreindre tout droit dans l'intégralité de sa ZEE. Oh, je m'excuse, mais cette question dépasse mes compétences et je ne veux pas dire des bêtises, alors je note ce que vous avez dit. Une question un peu directe, qui n'est peut-être pas, je dirais, dans la fin de la diplomatie. Vous avez parlé d'une dégradation très importante de la situation géopolitique. On ne parle pas des actualités, mais au niveau de la détérioration, j'imagine, vous la ressentez au niveau de votre zone, de votre espace. Oui. Qu'est-ce qui inquiète, je dirais, la population ou les autorités australiennes depuis quelques années, au point de changer un certain nombre d'éléments, y compris les moyens militaires? Alors, il y a une forte augmentation des puissances militaires, des moyens militaires. Vous avez mentionné, je pense que c'était vous, que la Chine, par exemple, est en train, c'était peut-être vu, de tous les 3-4 ans avoir l'équivalent de la flotte marine française. Alors, c'est l'équivalent, c'est tous les 18 mois, la flotte marine australienne. Alors, il y a une forte augmentation des moyens militaires. Chaque pays a le droit de se défendre, mais nous, on préfère qu'il y ait une transparence. Et il n'y a pas vraiment une transparence sur ce qui se passe. Alors, c'est inquiétant quand il y a des moyens militaires de plus en plus importants sans une transparence sur ce qui se passe. Alors ça, c'est une des choses. Il y a eu quelques... il y a toujours un risque que... il y a une concurrence, mais on veut éviter que la concurrence bascule dans une confrontation militaire. Mais bien évidemment, s'il y a des accrochages, il y a toujours un risque. Alors, c'est ce genre de choses qui nous inquiètent et on veut, comme j'ai dit, tout pour stabiliser la situation, pour éviter les tensions, pour baisser les tensions, pour favoriser la transparence, le dialogue et la coopération. Quand vous parlez de transparence, vous sous-entendez quel manque de transparence? Bon, enfin, il n'y a pas une transparence totale sur les moyens militaires que les pays de la région possèdent. Nous, on a soutenu, il y a un programme au sein de quelque chose qui s'appelle ASEAN Regional Forum, ARF, et devrait y avoir un registre où chaque pays, chaque année, déclare ses moyens militaires. Force est de constater que ce n'est pas chaque pays qui remplit les... Nous, je pense qu'on fait... on déclare chaque année ce que nous avons, mais ce n'est pas le cas pour tous les pays de la région. De la région, merci beaucoup. Merci. Bonsoir Madame l'ambassadrice, je m'appelle Anna Campagna, je ne suis pas encore élève à l'Université catholique de Paris, je suis encore lycéenne, mais j'ai quand même une question à vous poser. En fait, j'aimerais vous interroger sur la législation en haute mer, donc dans les eaux internationales, qui est donc assez récente. Est-ce que vous pensez que pour avancer justement face à tous les problèmes, notamment rapport avec le réchauffement climatique, etc. Est-ce que vous pensez qu'on doit d'abord développer la législation dans ces zones-là? Voilà. Je ne sais pas si vous avez trop compris. Reformuler. Oui. Est-ce que vous pensez de manière générale que pour avancer et donc pour régler les problèmes, il faut qu'on ait davantage de législation en haute mer? Okay. Voilà. Oui, ok. Non, je pense que
Effectivement, avec l'adoption de ces traités BBNJ et la haute mer, je pense que ces deux traités-là sont vraiment des avancées majeures. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que tout fait pour que ces traités entrent en vigueur, puisque c'est une chose de négocier, de clore un accord, mais il faut que ces traités entrent en vigueur et aussi d'aider les pays, de les doter des moyens pour qu'ils puissent avoir la législation nationale nécessaire et les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ces traités. Alors, je pense qu'on a quand même pas mal d'instruments, ces traités-là, mais il y a beaucoup à faire pour que ces traités, tout d'abord, entrent en vigueur et soient mis en œuvre par tous les pays du monde. Oui. Et là, c'est un travail, comme j'ai dit, surtout pour nous, dans le Pacifique, avec la France. Il y a beaucoup à faire ensemble pour aider surtout les pays du Pacifique d'être en mesure d'agir ainsi. On a place pour une dernière question. Madame l'ambassadrice, vous nous avez dit que la pêche en Australie, grosso modo, subvenait aux besoins alimentaires, qu'elle était économiquement rentable et qu'elle était respectueuse de l'environnement. Est-ce que vous avez un truc à donner à la France pour qu'on arrive au même résultat? Je pense que la France, enfin, c'est la même chose en parlant de migration. L'Australie a la chance d'être une grande île assez lointaine de nos voisins. J'ai parlé, la France est notre voisin, comme j'ai dit, la plus proche de Sydney, mais même ça, c'est à 2 heures de vol. Alors, on a vraiment de la chance d'avoir... Notre situation géographique est complètement différente de tout autre pays. La France a des voisins beaucoup plus proches. Et je pense avoir des voisins très proches, ça crée toujours des tensions. Nous, on a la chance, on est le seul île continent et c'est un avantage. Mais il serait difficile de faire de la France une île continent, sauf des mesures vraiment drastiques. Oui, d'autant que Christian nous dirait que la France est un archipel. Donc, oui, c'est vrai. Nous ne sommes pas une île, nous sommes un archipel. C'est vrai, c'est vrai. Alors je vais simplement, Driblier va bien sûr vous remercier, Madame l'ambassadrice, en notre nom à tous. Je voudrais simplement vous rappeler la date de notre prochain Mardi de la mer. C'est donc 15 jours, mardi 7 novembre. La mer dans l'éducation nationale par Madame Florence Smith, qui est inspectrice générale d'histoire-géographie. Merci Florence. Merci. Et la conclusion... Alors, la conclusion du président de l'IFF. Vous avez applaudi une première fois, Madame l'ambassadrice. Je vais quand même faire une toute petite conclusion. Vous nous avez, Madame l'ambassadrice, rappelé que la mer était finalement notre ADN commun à l'Australie et à la France. Vous nous avez rappelé que la France était le plus proche voisin de l'Australie. Ouais. Et puis, vous nous avez dit une troisième chose qui m'a frappé. C'est que finalement, pour protéger l'environnement, eh bien, ça allait beaucoup mieux si on s'appuyait à la fois sur les sciences océanographiques et sur la sagesse populaire des peuples premiers. Ouais. Donc merci pour cet ensemble que vous nous avez brossé. Merci beaucoup.